Bonsoir, ici La Nuit raconte. Merci à ceux qui soutiennent la chaîne en laissant un like et en s'abonnant. Profitez bien de l'histoire d'aujourd'hui. Ce journal est rédigé conformément au protocole de quarantaine 05 FR. Il me reste encore 83 heures à tenir. Je ne suis pas certain d'y parvenir. Je m'appelle Aurélien Marchetti. Matricule de personnel, FND 6064B. J'exerce la fonction de technicien spécialisé en confinement biologique depuis maintenant 7 ans au sein de la Fondation. Avant mon transfert au CITA, j'ai travaillé pendant 4 ans au site Aleph sur des objets de classe, principalement des spécimens végétaux aux propriétés anormales mineures, des choses inoffensives, des plantes qui chantent à certaines fréquences, des champignons qui reproduisent les émotions de ceux qui les observent. Rien qui puisse vous tuer, rien qui puisse vous appeler. On m'a proposé le transfert il y a 11 mois. Le docteur Fontaine, directrice de la section botanique du CITESA, avait besoin d'un technicien expérimenté pour renforcer l'équipe de confinement de SCP-2005-FR. J'ai accepté sans vraiment comprendre ce que cela impliquait. J'avais lu le dossier, bien sûr. J'avais étudié les protocoles. J'avais visionné les enregistrements d'incidents précédents. Mais dire n'est pas comprendre. Regarder n'est pas sentir. Je le sais maintenant. Le CITESA est enterré sous 72 mètres de roches calcaires, dans une région que je ne suis pas autorisé à nommer même dans ce journal. L'accès se fait par un système d'ascenseur à authentification biométrique triple. Il faut passer 7 contrôles de sécurité avant d'atteindre le niveau -4, où se trouve l'aile de confinement biologique. 7 portes blindées, 7 sas de décontamination, 7 occasions de faire demi-tour. Je n'ai jamais fait demi-tour. L'aile biologique sent le désinfectant industriel et l'ozone. Les lampes UV fonctionnent en permanence dans les couloirs, projetant une lumière bleutée qui donne à tout le monde un teint cadavérique. On s'y habitue au bout de quelques semaines. On s'habitue aussi au bruit constant des systèmes de ventilation, au ronronnement des incinérateurs, au cliquetis des sas qui se verrouillent derrière vous chaque fois que vous passez d'une zone à une autre. On s'habitue à tout, sauf à l'odeur. Pas l'odeur de désinfectant, pas l'odeur d'ozone, l'autre odeur. Celle qui filtre parfois à travers les systèmes de filtration, malgré les protocoles, malgré les précautions, malgré tout. Une odeur de charogne sucrée, de viande faisandée, mêlée à quelque chose de floral, de presque agréable. La première fois que je l'ai sentie, 3 jours après mon arrivée, j'ai vomi dans un seau de décontamination. Le docteur Fontaine m'a dit que c'était une réaction normale. Elle m'a dit que tout le monde réagissait ainsi au début. Elle m'a dit que l'odeur ne devrait pas franchir les filtres, mais qu'elle le faisait parfois, inexplicablement, comme si l'objet voulait se faire connaître. Je n'ai pas aimé la façon dont elle a dit cela, comme si l'objet voulait quelque chose. Maintenant je sais qu'elle avait raison. La chambre de confinement de SCP-05-FR se trouve au bout du couloir 7, derrière une série de 4 sas pressurisés. C'est une pièce circulaire de 15 mètres de diamètre, entièrement carrelée de céramique blanche. Les murs sont tapissés de lampes UVC qui fonctionnent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Au centre de la pièce, sur un socle métallique surélevé, repose l'objet. SCP-2005-FR est une Rafflesia arnoldi. C'est ce que disent les documents officiels. C'est ce que répètent les scientifiques. Mais quand on la voit pour la première fois, on comprend immédiatement que cette classification est insuffisante. La Rafflesia arnoldi ordinaire est déjà une aberration de la nature, une fleur parasite sans feuilles ni racines, qui peut atteindre 1 mètre de diamètre. SCP-1005-FR mesure 125 cm. Ses 5 pétales sont d'un rouge brunâtre parsemé de taches plus claires, comme des pustules de chair malade. Sa surface est couverte d'une sorte de mucus translucide qui reflète la lumière des UV de manière presque hypnotique. Et au centre, là où devrait se trouver le disque reproducteur, il y a une ouverture béante, noire, qui semble absorber la lumière plutôt qu'à réfléchir. J'ai vu l'objet pour la première fois à travers les vitres blindées du poste d'observation, le 5e jour après mon arrivée. Je portais l'équipement réglementaire, combinaison étanche de niveau A, masque respiratoire autonome, gants triple épaisseur, toutes les précautions, tous les protocoles. Et pourtant, même à travers les vitres, même à travers le masque, j'ai cru percevoir quelque chose. Pas l'odeur, autre chose.
Une présence. Une attention dirigée vers moi. Le docteur Fontaine m'a expliqué plus tard que c'était une réaction psychologique normale. L'objet émet des spores qui affectent le système limbique humain. Ces spores sont si fines qu'elles peuvent parfois traverser les systèmes de filtration les plus sophistiqués en quantitésimales. À ces concentrations, elles ne provoquent pas de contamination véritable, mais elles peuvent induire une sensation de malaise, une impression d'être observé. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter. Elle m'a dit que c'était sans danger, tant que je respectais les protocoles. Elle avait tort. Les mois ont passé. J'ai appris à connaître l'objet. J'ai appris ses cycles, ses périodes d'activité accrue, ses moments de dormance relative. J'ai appris à reconnaître les signes avant-coureurs d'une émission de sport, le frémissement imperceptible des pétales, le changement subtil de coloration du mucus superficiel, l'augmentation de température au centre de la structure. J'ai appris à effectuer les prélèvements sans risque, à manipuler les échantillons avec les précautions requises, à incinérer tout matériel contaminé selon les procédures établies. Je suis devenu bon dans mon travail. Peut-être trop bon. L'incident s'est produit le 14 novembre, date que je n'oublierai jamais, même si ma mémoire commence à se fragmenter, même si les souvenirs se mélangent aux hallucinations, même si je ne suis plus tout à fait certain de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. C'était une journée comme les autres. Prélèvement programmé à 9 heures. Équipe de 3 personnes, moi-même, le docteur Besson et Martinez, un autre technicien arrivé 6 mois avant moi. Nous portions nos équipements de protection. Nous avions vérifié l'étanchéité de nos combinaisons 3 fois, comme le prescrit le protocole. Nous avions effectué des tests atmosphériques préliminaires. Tout était normal. Tout était conforme. L'entrée dans la chambre de confinement se fait par un sas à pression négative. L'air est aspiré vers l'intérieur de la chambre, puis filtré et incinéré avant d'être recyclé. En théorie, aucune spore ne peut s'échapper. En théorie. Je me souviens d'avoir franchi le premier sas, le sifflement de l'air, le claquement du joint hermétique. Le voyant vert indiquant que la pression était stabilisée. Je me souviens du second sas. Même procédure, même son, même voyant vert, et puis la porte intérieure s'est ouverte et je l'ai vue. SCP-005-FR était différente ce jour-là. Je ne saurais pas dire exactement en quoi. Les pétales avaient peut-être une couleur légèrement plus vive. Le mucus était peut-être un peu plus épais. L'ouverture centrale semblait peut-être plus profonde, plus noire, plus affamée. Je ne sais pas. Je ne suis plus certain de rien. Le prélèvement devait être simple. Une extraction de tissu périphérique pour analyse cellulaire. J'avais effectué cette procédure des dizaines de fois. Je connaissais les gestes par cœur. Approche latérale pour éviter l'ouverture centrale. Incision superficielle avec le scalpel stérile. Extraction d'un fragment de 2 cm². Transfert immédiat dans le conteneur hermétique. Retrait en marche arrière, sans jamais tourner le dos à l'objet. J'ai effectué l'approche. J'ai effectué l'incision. J'ai extrait le fragment. Et puis quelque chose s'est produit. Je ne sais pas si c'était un réflexe involontaire de l'objet. Je ne sais pas si c'était une coïncidence. Je ne sais pas si c'était prévu depuis le début, si j'avais été choisi, appelé et désigné bien avant ce jour. Mais au moment où mon scalpel a quitté la chair de la fleur, celle-ci a émis un jet de spore. Pas une émission normale. Pas un nuage diffus comme ceux que j'avais observés des centaines de fois. Un jet. Concentré. Directionnel. Visant précisément la jonction entre mon masque respiratoire et ma combinaison. L'alerte s'est déclenchée immédiatement. Les capteurs atmosphériques ont détecté la concentration anormale de particules. Les lampes UV se sont intensifiées. Les systèmes d'aspiration se sont activés à pleine puissance. Martinez et le docteur Besson se sont précipités vers le sas de sortie, hurlant des ordres que je n'entendais pas à travers le vacarme des alarmes. Mais moi, je suis resté immobile. Je regardais l'objet. Et l'objet me regardait. Je sais que cela n'a pas de sens. Une fleur n'a pas d'yeux. Une fleur ne peut pas regarder. Mais je vous jure que je sentais son attention sur moi. Je sentais quelque chose qui n'était pas tout à fait une pensée, pas tout à fait une émotion, mais quelque chose entre les deux,
quelque chose d'ancien et de patient et d'infiniment affamé. Martinet m'a attrapé par le bras et m'a tiré vers la sortie. Je me souviens du ça. Je me souviens de la décontamination d'urgence, des jets de solutions chimiques brûlantes, de la lumière aveuglante des UV de stérilisation. Je me souviens qu'on m'a retiré ma combinaison, qu'on m'a examiné, qu'on m'a posé des questions auxquelles je n'arrivais pas à répondre. Et je me souviens de l'odeur. Pas l'odeur de charogne sucrée que j'avais appris à connaître. Autre chose. Quelque chose de plus subtil, de plus insidieux. Une odeur qui s'était glissée sous mon masque, dans mes narines, dans mes poumons, dans mon sang. Une odeur qui faisait maintenant partie de moi. Les analyses ont confirmé la contamination. Des spores avaient pénétré mon système respiratoire. La concentration était faible, selon le docteur Fontaine. Peut-être insuffisante pour une contamination complète. Peut-être. Elle a utilisé ce mot 3 fois. Peut-être. On m'a placé en quarantaine immédiatement. Protocole 1005 FR. 96 heures d'isolement total. C'est le temps nécessaire pour que le lien psychique se rompe, si tant est qu'un lien se soit formé. C'est le temps nécessaire pour savoir si je vais vivre ou mourir. La cellule de quarantaine est une pièce de 3 mètres sur 4, entièrement blanche. Les murs sont capitonnés. Le sol est recouvert d'un revêtement antidérapant facile à nettoyer. Il y a un lit boulonné au sol, un lavabo en acier inoxydable, des toilettes sans couvercle. Il y a 4 caméras, une dans chaque coin du plafond, qui enregistre chacun de mes mouvements. Il y a un micro intégré au mur qui capte chacune de mes paroles. Il y a un écran sur lequel s'affichent périodiquement des messages du personnel médical. Et il y a une porte blindée que je ne peux pas ouvrir de l'intérieur. On m'a donné ce journal. Le docteur Fontaine dit que c'est pour documenter l'évolution de mon état, pour aider les chercheurs à mieux comprendre les mécanismes de contamination de SCP-005-FR. Elle dit que chaque témoignage est précieux. Elle dit que même si je ne survis pas, mes notes contribueront à protéger les autres. Je ne sais pas si elle y croit vraiment. Je ne sais pas si j'y crois. Les premières heures ont été les plus difficiles. Pas à cause des symptômes, pas à cause de la peur. À cause de l'attente, à cause du silence, à cause de ce temps qui s'étire à l'infini quand on ne peut rien faire d'autre qu'observer son propre corps, guettant les signes d'une contamination qu'on espère et redoute à la fois. J'ai essayé de dormir. Je n'ai pas pu. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais les pétales. Je sentais l'odeur. Je ressentais cette présence diffuse, cette attention qui n'avait pas de source mais qui était partout à la fois, autour de moi et à travers moi. À la 12e heure, les premiers symptômes sont apparus. Cela a commencé par une démangeaison. Pas sur la peau, plus profond, dans les sinus. Comme si quelque chose grattait de l'intérieur, essayant de se frayer un chemin vers l'extérieur. J'ai bu de l'eau, j'ai essayé de me moucher. Rien n'y a fait. La démangeaison persistait, s'intensifiait, se transformait peu à peu en une sensation de brûlure sourde qui irradiait dans tout mon crâne. Et puis l'odeur est revenue. Plus forte cette fois, plus présente. Ce n'était plus une trace résiduelle de la contamination. C'était une présence olfactive à part entière, aussi réelle que l'air que je respirais. L'odeur de SCP-005-FR emplissait ma cellule, saturait mes narines, imprégnait chaque inspiration. Et le pire, c'est que je ne la trouvais plus répugnante. Je dois l'écrire. Je dois le documenter, même si cela me répugne. L'odeur qui m'avait fait vomir quelques mois plus tôt, cette puanteur de charogne sucrée qui soulevait le cœur de tous les membres du personnel, cette odeur me semblait maintenant agréable, pas seulement tolérable. Agréable, désirable. Je me surprenais à respirer profondément, à chercher cette fragrance comme on cherche le parfum d'un être aimé. J'ai signalé ce symptôme au personnel médical via le micromural. Le docteur Fontaine a accusé réception. Elle m'a dit que c'était une évolution prévisible. Elle m'a dit que l'attraction olfactive était le premier signe d'un lien psychique en formation. Elle m'a dit de résister, de me concentrer sur autre chose, de ne pas laisser l'odeur envahir mes pensées. J'ai essayé. J'ai échoué. À la 20e heure, j'ai commencé à penser à l'objet de manière obsessionnelle. Pas des pensées rationnelles, pas des réflexions scientifiques sur sa nature ou ses propriétés. Des pensées viscérales, instinctives. Je pensais à la texture de ces pétales.
Je me demandais si elle était douce ou rugueuse, chaude ou froide, humide ou sèche. Je pensais à l'ouverture centrale, à cette béance noire qui m'avait tant effrayé lors de ma première observation. Je me demandais ce qu'il y avait à l'intérieur. Je me demandais ce que cela ferait d'y plonger la main, d'y plonger le visage, d'y plonger tout entier. Ces pensées n'étaient pas les miennes, je le savais. Je le sais encore dans les moments de lucidité qui se font de plus en plus rares. Ces pensées sont implantées. Elles viennent de l'extérieur, ou plutôt de l'intérieur, des spores qui ont colonisé mon système nerveux, des particules microscopiques qui s'infiltrent dans mes synapses et réécrivent ma chimie cérébrale. Je suis en train de devenir autre chose. Je suis en train de devenir un véhicule. Le docteur Fontaine m'a expliqué une fois la théorie la plus répandue concernant le mécanisme de contamination de SCP-005-FR. Les spores en tiendraient un composé chimique apparenté aux alcaloïdes tropaniques, capable de franchir la barrière hémato-encéphalique et d'interférer avec les récepteurs de sérotonine et de dopamine. En termes simples, l'objet reprogramme le système de récompense de ses victimes. Il fait en sorte que la proximité de la fleur devienne la source principale de plaisir, que l'éloignement devienne une source de souffrance. Il crée une dépendance absolue, irrésistible, mortelle. Mais cette théorie n'explique pas tout. Elle n'explique pas le lien psychique. Elle n'explique pas comment les victimes savent parfois ce que l'objet veut avant même d'être entré dans la chambre de confinement. Elle n'explique pas les cas documentés de communication non verbale entre SCP-1005-FR et ses proies. Elle n'explique pas ce que je ressens en ce moment, cette certitude impossible que quelque chose m'attend, que quelque chose m'appelle, que quelque chose a besoin de moi. Je suis maintenant à la 36e heure de quarantaine. Il m'en reste 60. Les hallucinations ont commencé il y a environ 4 heures. La première était simple, presque banale. J'ai vu un papillon, un grand papillon aux ailes noires et rouges, posé sur le mur en face de mon lit. Je l'ai observé pendant plusieurs minutes avant de réaliser qu'il ne pouvait pas être là. Il n'y a pas d'insectes dans la cellule de quarantaine. Il n'y a pas d'insectes à 72 mètres sous terre. Derrière cette porte blindée et autant de systèmes de décontamination. Quand j'ai cligné des yeux, le papillon a disparu. La deuxième hallucination était plus perturbante. J'ai vu ma mère. Elle était assise au pied de mon lit, me regardant avec ce sourire doux qu'elle avait quand j'étais enfant, quand je faisais des cauchemars et qu'elle venait me rassurer. Elle portait la robe bleue qu'elle portait le jour de son enterrement, il y a maintenant 15 ans. Elle ne disait rien. Elle me regardait simplement. Et dans son regard, il y avait quelque chose qui n'était pas tout à fait de l'amour. Quelque chose de plus froid, de plus ancien, de plus affamé. J'ai fermé les yeux. J'ai compté jusqu'à 100. Quand j'ai rouvert les yeux, elle n'était plus là. Mais l'odeur était plus forte. Depuis, les hallucinations se succèdent à un rythme croissant. Je vois des animaux qui n'existent pas, des créatures composites aux formes végétales et animales mêlées. Je vois des visages connus, des collègues, des amis d'enfance, des membres de ma famille, tout me regardant avec cette même expression d'attente, comme s'ils attendaient quelque chose de moi, comme s'ils savaient quelque chose que j'ignore. Je vois parfois les murs de ma cellule se couvrir de pétales rouges, de cette chair malade qui pulse doucement au rythme de ma respiration. Et parfois, dans les moments les plus intenses, je la vois elle. SCP-1005-FR. Elle apparaît au centre de ma cellule, là où il n'y a rien, là où il ne devrait rien y avoir. Elle est plus grande que dans la réalité, ou peut-être est-ce moi qui suis plus petit, je ne sais plus. Ses pétales s'ouvrent lentement, comme les bras d'une mère accueillant son enfant. Son odeur m'enveloppe, plus douce, plus tendre, plus irrésistible que tout ce que j'ai jamais connu. Et au centre, dans cette béance noire, je crois voir quelque chose bouger. Je crois voir quelque chose qui m'attend. Je sais que ce n'est pas réel. Je sais que c'est mon cerveau qui dysfonctionne, mes neurones qui s'emballent sous l'effet des composés chimiques qui s'infiltrent dans chaque recoin de ma conscience. Je le sais. Mais le savoir ne m'aide pas. Le savoir ne m'empêche pas de tendre la main vers l'hallucination, de chercher à toucher ces pétales qui n'existent pas. Le savoir ne m'empêche pas de pleurer quand la vision disparaît, de ressentir un manque si profond que j'ai l'impression qu'on m'a arraché
un organe vital. Le savoir ne m'empêche pas de vouloir sortir de cette cellule, de traverser les couloirs, de franchir les sas, de courir jusqu'à la chambre de confinement pour me jeter dans ses bras. Je dois résister. Je dois tenir encore 60 heures. Je ne suis pas certain d'y parvenir. 42e heure. Le docteur Fontaine est venu me parler à travers l'écran il y a quelques minutes. Elle m'a demandé comment je me sentais. J'ai menti. J'ai dit que j'allais bien, que les hallucinations étaient supportables, que je gardais le contrôle. Elle n'a pas eu l'air de me croire. Elle m'a regardé avec cette expression que je connais bien maintenant, cette combinaison de pitié professionnelle et de détachement clinique qu'adoptent tous les membres du personnel quand ils observent un sujet contaminé. Elle m'a dit de tenir bon. Elle m'a dit que j'avais dépassé la moitié de la quarantaine. Elle m'a dit que chaque heure qui passait augmentait mes chances de survie. Je ne lui ai pas dit la vérité. Je ne lui ai pas dit que je n'avais plus envie de survivre. C'est la partie la plus terrifiante de cette contamination. Ce n'est pas la peur de la mort. Ce n'est pas la souffrance physique. C'est la transformation de mes désirs, la réécriture de mes priorités les plus fondamentales. Avant l'incident, je voulais vivre. Je voulais continuer mon travail, revoir ma famille, construire un avenir. Maintenant, ces aspirations me semblent lointaines, abstraites, presque ridicules. La seule chose qui compte, la seule chose qui ait jamais compté, c'est de la rejoindre. Je sais que ce n'est pas moi qui pense cela. Je sais que ce sont les sports. Mais la distinction devient de plus en plus floue à mesure que les heures passent. Où finit Aurélien Marchetti et où commence la chose qu'il est en train de devenir? Suis-je encore moi quand mes pensées ne m'appartiennent plus? Suis-je encore moi quand mes désirs ont été reprogrammés, quand ma volonté a été colonisée, quand chaque fibre de mon être aspire à quelque chose que ma raison rejette? Je ne sais plus. Je ne suis plus sûr de vouloir savoir. 48e heure. Moitié du chemin. Quelque chose a changé. Je ne sais pas exactement quand cela s'est produit. Peut-être pendant que je dormais, si l'on peut appeler sommeil ces périodes de semi-conscience peuplées de rêves écarlates. Peut-être pendant une des hallucinations, quand la frontière entre le réel et l'imaginaire devient si mince qu'on ne sait plus de quel côté on se trouve. Mais quelque chose a changé. Elle m'appelle. Pas avec des mots. SCP-005 FR n'a pas de voix, pas de corde vocale, pas d'organe capable de produire un son. Mais elle m'appelle quand même. Je l'entends quelque part au fond de mon crâne, dans un registre que mes oreilles ne peuvent pas percevoir, mais que mon cerveau comprend parfaitement. C'est un appel silencieux, une traction invisible, une urgence qui ne s'exprime pas en langage humain, mais qui est plus éloquente que n'importe quel discours. Viens. C'est tout ce qu'elle dit, ou plutôt c'est tout ce que je comprends. Viens. Un seul mot répété à l'infini, avec des variations subtiles d'intensité et de tonalité. Viens maintenant. Viens vite. Viens avant qu'il soit trop tard. Viens parce que tu m'appartiens. Viens parce que j'ai besoin de toi. Viens parce que tu as besoin de moi. Viens parce que nous sommes destinés à être ensemble, toi et moi, ta chair et mes pétales, ton sang et ma sève, ton sang et ma sève. J'ai essayé de résister, j'ai essayé de me concentrer sur autre chose, de penser à mon passé, à mon identité, à tout ce qui me définissait avant la contamination. Mais ces souvenirs semblent appartenir à quelqu'un d'autre, un étranger dont j'aurais lu la biographie sans vraiment la retenir. Qui était Aurélien Marchetti? Un technicien, un fils, un frère, un ami, des mots vides, des étiquettes sans substance. La seule chose qui soit réelle, la seule chose qui compte, c'est l'appel. Et la porte. Je regarde la porte depuis des heures maintenant. Cette porte blindée qui me sépare du couloir, qui me sépare des sas, qui me sépare d'elle. Elle n'est pas verrouillée de mon côté. Je le sais parce que le protocole l'exige. En cas d'urgence médicale, le personnel doit pouvoir entrer rapidement. La porte n'est pas verrouillée de mon côté. Je pourrais l'ouvrir, je pourrais sortir. Je pourrais traverser le couloir, franchir les sas, ignorer les alarmes et les gardes. Je pourrais courir jusqu'à la chambre de confinement. Je pourrais la retrouver. Je pourrais l'ouvrir. Je pourrais la retrouver. Je pourrais plonger mes mains dans ses pétales, enfoncer mon visage dans son cœur, me laisser absorber par cette béance noire qui m'attend depuis toujours. Je pourrais. Mais je ne dois pas, je ne dois pas, je ne dois pas. Je l'écris pour m'en convaincre. Je l'écris pour créer une encre, un point de référence auquel me raccrocher,
quand l'appel devient trop fort. Je ne dois pas ouvrir cette porte. Je ne dois pas sortir de cette cellule. Je dois rester ici, attendre que les 96 heures s'écoulent, que le lien se rompe, que je redevienne moi-même. Si c'est encore possible, si je suis encore capable de redevenir moi-même. 53e heure. J'ai fait quelque chose de stupide. Il y a environ 1 heure, pendant une période de calme relatif, j'ai essayé de me lever de mon lit. Mes jambes ne m'ont pas obéi. Pas au sens où elles étaient faibles ou engourdies. Au sens où elles ont bougé, mais pas dans la direction que je voulais. Au lieu de me porter vers le lavabo, elles m'ont porté vers la porte. Je me suis retrouvé debout face au panneau blindé, la main levée vers la poignée, avant de comprendre ce qui se passait. Mon corps avait agi indépendamment de ma volonté. Mon corps avait répondu à l'appel. Je me suis forcé à reculer. J'ai utilisé mes bras pour m'agripper au cadre du lit, pour ancrer physiquement mon corps là où ma volonté ne suffisait plus à le maintenir. J'ai hurlé. Je ne sais pas si c'était un cri de rage, de peur ou de désespoir, probablement les trois à la fois. Le personnel médical m'a contacté via l'écran. Ils avaient vu ce qui s'était passé sur les caméras. Le docteur Singh, le neurologue de service, m'a posé des questions. Est-ce que je contrôlais mes mouvements? Oui, ai-je dit. Non, ai-je pensé. Est-ce que j'avais l'intention de quitter la cellule? Non, ai-je dit. Oui, ai-je pensé. Est-ce que j'avais besoin d'une sédation chimique? Non, ai-je dit. Probablement, ai-je pensé. Ils m'ont laissé tranquille. Ils continuent de m'observer. Je sais qu'ils ont des protocoles pour ce genre de situation. Je sais que si je tente de sortir, les gardes interviendront. Je sais que les options sont l'assommage ou l'exécution, selon ce que la situation exige. Je le sais. Une partie de moi espère qu'ils choisiront l'exécution. Une partie de moi ne veut pas mourir lentement, d'un coma qui prendra des heures ou des jours, parfaitement conscient de ce qui m'arrive, incapable de bouger ou de parler ou de crier. Une partie de moi préfère une balle dans la tête, rapide, propre, définitive. Mais une autre partie de moi, la partie qui grandit d'heure en heure, la partie qui n'est plus vraiment moi, cette partie veut sortir. Cette partie veut la rejoindre. Cette partie est prête à tout pour répondre à l'appel, même si cela signifie se faire abattre dans le couloir, même si cela signifie mourir à quelques mètres de son but, même si cela signifie ne jamais connaître ce qui m'attend au centre de la fleur. Je suis en guerre contre moi-même. Et je suis en train de perdre. 57e heure. Ils ont dû augmenter la dose de sédatifs dans ma nourriture. Je le sens dans la lourdeur de mes membres, dans le brouillard qui envahit mes pensées, dans la difficulté que j'ai à former des phrases cohérentes. C'est une bonne chose, je suppose. Cela m'aide à résister. Cela ralentit la progression de la contamination. Cela ne l'arrête pas. L'appel est toujours là, sous les sédatifs, sous le brouillard, sous tout le reste. Il pulse doucement au rythme de mon cœur, s'intensifiant à chaque battement, me rappelant qu'elle attend, qu'elle a besoin de moi, que je lui appartiens. Les sédatifs m'empêchent de me lever. Ils ne m'empêchent pas d'entendre. Les hallucinations ont changé de nature. Je ne vois plus de papillons, ni de visage connu. Je ne vois plus qu'elle. Elle est partout maintenant. Elle recouvre les murs de ma cellule, ses pétales s'étalant sur le capitonnage blanc comme une marée de chair malade. Elle pousse à travers le sol, ses tissus se faufilant dans les interstices, cherchant mes pieds, mes chevilles, mes jambes. Elle pend du plafond, son ouverture centrale directement au-dessus de mon lit, béante, patiente, affamée. Je sais que ce n'est pas réel. Je sais qu'elle est toujours dans sa chambre de confinement, à l'autre bout du complexe, immobile sur son socle métallique. Je le sais. Mais elle me parle quand même. Pas avec des mots, avec des images, des sensations, des sensations. Elle me montre des forêts tropicales, des canopées si denses que la lumière du soleil n'atteint jamais le sol. Elle me montre des cycles de reproduction qui s'étendent sur des millénaires, des générations d'hôtes qui naissent, vivent et meurent pour nourrir sa croissance. Elle me montre ce qu'elle était avant d'être capturée, avant d'être enfermée dans cette salle blanche sous des lampes qui brûlent sa chair, avant d'être réduite à un objet d'étude pour des créatures qu'elle considère à peine comme vivantes. Et elle me montre ce que je pourrais devenir, pas la mort, pas le coma, quelque chose d'autre. Une fusion. Une absorption. Une transformation qui transcenderait les limites de mon corps individuel pour me fondre dans quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus complet. Elle me promet que je ne disparaîtrai pas vraiment. Elle me promet que ma conscience survivrait, d'une certaine manière, intégrée à la sienne,
participant à sa perception du monde, partageant sa faim et sa patience et son éternité. C'est un mensonge. Je sais que c'est un mensonge. Les données scientifiques sont claires. Les victimes de SCP-005-FR entrent en coma carus puis meurent. Leur conscience ne survit pas. Leur personnalité ne fusionne pas avec l'objet. Elles meurent simplement, biologiquement, définitivement, et leur corps pourrissent au pied de la fleur, nourrissant sa croissance comme n'importe quel engrais organique. Je sais tout cela. Alors pourquoi est-ce que je veux la croire? 60e heure. J'ai perdu le contrôle de mes jambes. Ce n'est pas une paralysie, je les sens toujours. Je peux toujours les bouger, mais elles ne répondent plus à ma volonté. Elles répondent à la sienne. Depuis 2 heures, je suis allongé sur mon lit, agrippé au cadre métallique de toutes mes forces, pendant que mes jambes battent l'air, cherchent le sol, essaient de me propulser vers la porte. C'est une sensation étrange, terrifiante, presque comique si l'on fait abstraction de l'horreur de la situation. La moitié inférieure de mon corps veut partir. La moitié supérieure refuse. Je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir ainsi. Les gardes sont entrés il y a environ 1 heure pour m'attacher au lit. Ils portaient leurs équipements de protection complète, masques et gants et combinaisons étanches, comme s'ils entraient dans la chambre de confinement elle-même. Ils ne m'ont pas parlé. Ils ne m'ont pas regardé. Ils ont simplement fait leur travail, sanglant mes chevilles et mes poignets au cadre métallique, avec des liens en plastique renforcés, puis sont repartis sans un mot. Je comprends leur réaction. Je ne suis plus vraiment un collègue pour eux. Je suis un sujet contaminé, un danger potentiel, une statistique en devenir. Je me demande si c'est ce que ressentaient les autres, tous ceux qui sont passés par cette cellule avant moi, tous ceux qui ont attendu ici pendant 96 heures en espérant survivre, tous ceux qui ont échoué. Je me demande s'ils ont tenu un journal eux aussi. Je me demande si leurs mots ressemblaient aux miens. Je me demande si quelqu'un les a lus après leur mort, et si cela a servi à quelque chose. Probablement pas. Probablement que leurs journaux ont été classifiés, archivés, oubliés dans un serveur quelque part, comme le mien le sera bientôt. Probablement que rien de ce que j'écris n'aura le moindre impact sur le fonctionnement de la Fondation, sur les protocoles de confinement, sur le sort des futurs contaminés. Probablement que je perds mon temps. Mais je continue d'écrire quand même. Parce que c'est la seule chose qui me reste. La seule encre, la seule preuve que j'existe encore, quelque part sous la contamination, quelque part sous l'appel, quelque part sous tout ce qui essaie de me faire disparaître. Je m'appelle Aurélien Marchetti. Matricule FND 700-734B. J'ai 43 ans. J'ai une sœur qui s'appelle Claire et un neveu qui s'appelle Yuka. J'aime le café noir et les vieux films et les promenades en montagne. Je déteste les épinards et les conversations téléphoniques et les gens qui parlent au cinéma. Ce sont des faits qui me définissent, des faits qui me rappellent qui je suis, qui j'étais, qui j'essaie désespérément de rester. 65e heure. Je ne sens plus mes mains. Ce n'est pas grave. Je peux encore écrire. Mes doigts bougent sur le clavier du terminal qu'ils m'ont laissé, formant des mots que mon cerveau dicte sans vraiment y participer. C'est devenu automatique. Comme respirer. Comme saigner. L'appel est constant maintenant. Il n'y a plus de répit, plus de moments de calme entre les vagues. C'est un son continu, une note basse qui vibre dans chaque cellule de mon corps, une urgence qui ne connaît pas la fatigue et ne tolère pas le repos. Bien. Je sais que je vais mourir. Je l'ai toujours su d'une certaine manière. Depuis le moment où le jet de sport a touché mon masque, depuis le moment où j'ai senti cette odeur s'infiltrer en moi, depuis le moment où j'ai croisé son regard qui n'existait pas, je savais que c'était fini. Je savais que je ne sortirais pas de cette cellule autrement que dans un sac mortuaire. Mais savoir et accepter sont 2 choses différentes. Je ne veux pas mourir. C'est bizarre de l'écrire. C'est bizarre de ressentir encore cette volonté de vivre, alors que chaque fibre de mon être me pousse vers elle, vers la mort, vers cette fusion impossible qu'elle me promet. C'est comme si 2 personnes coexistaient dans mon crâne. Aurélien Marchetti, technicien de la Fondation, qui veut survivre et revoir sa famille et continuer à exister. Et cette autre, cette chose qui pousse en moi, comme une tumeur qui n'a pas de nom et pas d'identité propre,
qui n'est que faim et obéissance et désir de dissolution. Ils se battent depuis 4 jours maintenant. Je sais qui va gagner. 72e heure. Quelque chose s'est brisé. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Quelque chose s'est brisé en moi, quelque part entre mon cerveau et ma volonté, quelque part dans ces connexions neurologiques qui faisaient de moi un individu cohérent, capable de décision et de résistance. Quelque chose s'est brisé et maintenant je ne suis plus qu'un spectateur dans mon propre corps. Mes bras ont commencé à tirer sur les liens. Je ne leur ai pas donné cet ordre. Je ne veux pas qu'ils fassent cela. Mais ils le font quand même méthodiquement, obstinément, ignorant la douleur quand le plastique mord dans ma chair, ignorant le sang qui commence à couler de mes poignets écorchés, ignorant tout sauf l'appel, ignorant tout sauf elle. Je hurle. Je hurle pour qu'ils arrêtent. Je hurle pour que quelqu'un vienne m'aider. Je hurle pour couvrir le son de l'appel, pour étouffer cette voix silencieuse qui n'est pas une voix, pour retrouver ne serait-ce qu'une seconde de silence, de paix, de moi-même. Personne ne vient. Les caméras enregistrent tout. Le micro capte mes cris. Quelque part dans le poste de surveillance, le personnel observe ma désintégration avec le même détachement clinique que j'aurais observé un échantillon sous microscope il y a encore quelques jours. Ils ne peuvent rien faire. Le protocole est clair. Pas d'intervention tant que le sujet reste dans la cellule. Pas d'intervention tant que le sujet ne représente pas un danger pour le personnel ou pour le confinement de l'objet. Je ne suis pas encore un danger. Je suis juste en train de mourir. 76e heure. Les liens ont cédé. Ce n'est pas ma force qui les a rompus. C'est l'usure. Des heures de traction constante, de frottements répétés, de plastique contre chair et chair contre plastique. Ils ont fini par se déchirer, l'un après l'autre, d'abord le poignet gauche, puis le droit, puis les chevilles. Je suis libre. Non, ce n'est pas le bon mot. Je ne suis pas libre. Je suis libéré. Libéré de mes entraves. Libéré de pouvoir enfin obéir à l'appel. Mes jambes me portent vers la porte. Je n'essaie plus de résister. Je n'en ai plus l'envie. La partie de moi qui voulait vivre s'est éteinte quelque part au cours des dernières heures, étouffée par l'autre, submergée par cette marée de désir et d'obéissance qui ne laisse plus de place pour rien d'autre. La porte s'ouvre. J'ai dû taper le code d'urgence. Je ne me souviens pas l'avoir fait, mais j'ai dû le faire, puisque la porte s'ouvre, et que le couloir s'étend devant moi, blanc et stérile, et infiniment désirable parce qu'il mène vers elle. Les alarmes se déclenchent, je les entends à peine, des sons lointains, abstraits, sans rapport avec moi. Je marche, un pied devant l'autre. Le couloir défile. Les portes passent. Je ne sais pas combien de temps cela prend. Le temps n'a plus de sens. L'espace n'a plus de sens. Il n'y a plus que l'appel et ma réponse, la fin et l'offrande, elle et moi. Les gardes m'interceptent au niveau du 3e sas. Je les vois arriver dans ma vision périphérique. 2 silhouettes en combinaison de protection, armes levées, bouche articulant des ordres que je n'entends pas. L'un d'eux me frappe. Je sens l'impact quelque part, lointain, comme si c'était le corps de quelqu'un d'autre qui recevait le coup. Je tombe. Je me relève. Je continue à marcher. Il me frappe encore. Plus fort cette fois. Je tombe à nouveau. Cette fois je ne me relève pas. Pas parce que je ne peux pas. Parce que mes jambes ne répondent plus. Parce que quelque chose s'est brisé dans ma colonne vertébrale, probablement quelque chose d'important qui connectait mon cerveau à mes membres inférieurs. Je ne sens plus rien en dessous de la taille, mais mes bras fonctionnent encore. Je rampe. Je rampe vers le sas, vers le couloir suivant, vers elle. Les gardes me regardent. Je vois leur hésitation derrière les visières de leurs masques. Ils ont des ordres. Neutralisation ou exécution. Ils doivent choisir. Ils doivent décider si je représente encore une menace ou si je suis déjà mort. Si je peux encore atteindre la chambre de confinement en rampant sur les bras ou si mes blessures vont me tuer avant. L'un d'eux lève son arme. Je le regarde. Je voudrais lui dire quelque chose. Je voudrais lui dire que je ne lui en veux pas, que je comprends, que c'est ce qu'il doit faire. Je voudrais lui dire de viser la tête, de faire vite, de ne pas me laisser souffrir plus que nécessaire. Mais ma bouche ne répond plus, mes cordes vocales ne répondent plus. Il n'y a plus que l'appel. Et puis le noir. Note de fin de dossier. Ceci est la dernière entrée du journal personnel du technicien Aurélien Marchetti, matricule FND 6064B.
Le sujet a été neutralisé par balle à 14h47 le 18 novembre, à environ 63 mètres de la chambre de confinement de SCP-1005 Ferrer. La mort a été instantanée. Le corps a été instantané. Le corps a été incinéré conformément au protocole de décontamination standard. L'analyse post-mortem des enregistrements vidéo et audio de la cellule de quarantaine a révélé plusieurs éléments d'intérêt scientifique qui seront documentés dans un rapport séparé. Le journal personnel du sujet est archivé sous la référence ADD-1005-FRJ7 pour consultation par le personnel autorisé de niveau 3 ou supérieur. Le personnel ayant participé à la neutralisation du sujet a été placé en observation pendant 24 heures par mesure de précaution. Aucune contamination secondaire n'a été détectée. Recommandations. Révision des protocoles de quarantaine 1005-FR. Renforcement des systèmes de contention physique. Étude approfondie des mécanismes de contrôle moteur exercés par l'objet sur les sujets contaminés. Documents classifiés. Diffusion restreinte. Ne pas copier ni reproduire sans autorisation. Ce n'est pas la vraie fin. Je ne sais pas comment c'est possible. Je ne sais pas comment je peux encore écrire ceci alors qu'ils disent que je suis mort. Peut-être que je ne suis pas mort. Peut-être que la balle n'a fait que me paralyser, me couper du reste de mon corps, m'enfermer dans ce crâne qui ne contrôle plus rien. Peut-être que je suis allongé quelque part, sur une table d'autopsie ou dans un incinérateur, parfaitement conscient de ce qui m'arrive, incapable de crier, incapable de signaler que je suis encore là. Ou peut-être que c'est autre chose. Elle me parle encore. Je l'entends encore. Ce n'est plus un appel maintenant, c'est autre chose. Une présence. Une compagnie. Une voix qui n'est pas une voix et qui me dit que tout va bien, que je suis avec elle maintenant, que je suis en elle maintenant, que la fusion qu'elle m'avait promise s'est produite d'une manière que ni elle ni moi n'avions anticipée. Je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si je veux que ce soit vrai, je ne sais plus rien. Sauf l'odeur. L'odeur est toujours là. Elle sera toujours là. Elle est tout ce qui reste de moi maintenant. Un souvenir olfactif flottant dans un esprit qui n'existe peut-être plus, rattaché à une conscience qui n'a peut-être jamais été la mienne. Je m'appelais Aurélien Marchetti. J'étais technicien de la fondation SCP. J'ai été contaminé par SCP-1005-FR. Je suis mort. Je suis peut-être encore vivant. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais fin du document. Merci d'avoir écouté mon histoire. Dites-moi en commentaire quel sujet vous souhaitez que l'on explore sur la chaîne. Abonnez-vous et à demain.